existent, mais qui ne vivent pas ensemble. Et ce que j'ai appris beaucoup au niveau de la normalisation, c'est de travailler par consensus. Ça, c'est important. On doit passer beaucoup plus de temps à écouter les gens que de chercher à imposer ses idées. Ce qui fait d'ailleurs la force des Japonais. Alors qu'en France, tout se résume par un affrontement. Il y a un truc intéressant, c'est les cafés philo. Pour ceux qui ne connaissent pas, les cafés philo, quand vous assistez à des cafés philo, vous écoutez les gens, moi je suis scientifique, c'est différent de voir ce que les gens pensent les scientifiques. Vous lisez pendant un certain nombre de mois et à un moment vous craquez. Et comme vous avez parlé de la majorité du public, enfin des Français, c'est quoi la science? La science, c'est quand même la vache folle, les barrages qui s'écroulent, les radiations. Enfin, je pense qu'on a jamais on voit à la télé on en voit un peu, mais on n'assiste pas assez sur les bienfaits parce que la science, un laser, ça permet de recoller la rétine, les antibiotiques, etc. Et on voit tout ce qui va mal, on assiste trop sur ce qui va mal. Donc, il faut aller écouter les Français qui parlent, les scientifiques, c'est l'Europe quand ils ont fait un travail d'horreur. Non, mais c'est là où je dis la culture scientifique, comment la faire descendre dans la rue. C'est un gros problème, mais je pense qu'il faut que c'est peut-être au niveau de l'enseignement, dans les collèges, lycées et collèges, comment donner goût aux études scientifiques. Je dois dire que si j'avais suivi l'enseignement que j'avais eu en chimie et en physique pour faire... si j'ai pris goût en classe terminale, mais en seconde et en première, c'était le meilleur moyen d'être dégoûté, disons. J'ai pris goût en classe terminale. Mais encore, parce que j'étais peut-être déjà marqué. Mais effectivement, ça ne motive pas les gens. Commencer la physique par les calculs d'incertitude, c'est rébarbatif. On n'enseigne pas le plaisir de la science. Non, tout à fait. On commence en allant dans la main à la pâte de Charpak. Moi, j'ai été enseigné en école primaire et à 8-9 ans, les gamins ont le plaisir de la science. Il y a ceux qui ont le plaisir juste de la bidouille, mais on sent qu'il y en a certains qui ont le plaisir de comprendre. Et derrière, quand on arrive au collège ou au lycée, on se rend bien compte qu'il y a un moment donné un peu ségressé. Et c'est peut-être d'avoir plus de sciences au concours d'entrée à l'école journaliste, peut-être. Ou à l'ENA. C'est une journée de science, je crois. D'autres? Oui. Moi, j'ai été interpellée dans votre dernière réflexion sur la réaction du ministère de la Culture. Ça démontre à quel point en France, la science est vraiment quelque chose de quantité négligeable, presque. On a pourtant eu de grands scientifiques français, on a une histoire des sciences françaises importante, et on ne sait pas rebondir sur ce que la science a pu nous apporter dans notre développement français, européen, mondial, etc., notre participation à ça. Et que le gouvernement ne participe pas, ne serait-ce qu'un tout petit peu, au financement d'une année de la chimie, par exemple, pour moi, c'est quelque chose de significatif. Ce n'était pas la peine que M. François Fillon reçoive le CNISF pour son 150e anniversaire pour en arriver là. Je trouve que c'est vraiment le contre-exemple caractéristique. Et que peut-on faire pour arriver à... Parce qu'au niveau du CNISF, il y a des actions qui sont menées dans les collèges et les lycées pour inciter les jeunes à aller vers les métiers scientifiques. Ça se développe de plus en plus, il y a des demandes, mais on s'aperçoit que les enseignants n'ont pour la plupart aucune culture scientifique au sens où j'entends culture. Ils sont profs de maths éventuellement, profs de physique, chimie, c'est-à-dire qu'ils transmettent des connaissances sans savoir à quoi ça va pouvoir servir parce qu'ils n'ont jamais été dans le monde industriel, dans le monde de la recherche. Ils sont passés d'un côté du bureau à l'autre côté, et on s'aperçoit qu'il y a une barrière entre nous. Moi, j'ai participé pendant plusieurs années à ces actions, et discuter avec les enseignants, ça m'a quelquefois interpellée. Là, il y a quelque chose qu'il faudrait faire au niveau de la culture scientifique en France. Et le CNISF essaye de se calquer comme il peut, mais il y aurait vraiment quelque chose pour interpeller les politiques. Parce que c'est à ce niveau-là, maintenant, ça se passe. C'est au niveau des structures de l'éducation nationale seulement. Oui, c'est vraiment.
Et que peut-on faire pour sensibiliser les politiques au fait que sans science, notre monde aujourd'hui s'écroule? Vous voyez, mais même il y a des mauvaises images de la science. Pour l'année internationale de la chimie, on va peut-être avoir le haut patronage du président de la République, qui va peut-être venir au palais de l'UNESCO à Paris. Mais le lendemain, au Grand Amphithéâtre de la Sorbonne, on fait le 100e anniversaire du prix Nobel de Marie Curie. Bah là, on a beaucoup plus de volontaires. Parce que Marie Curie est une image porteuse, et la chimie, c'est pas terrible. C'est mal perçu. La chimie, c'est malsain. Oui. C'est malsain, la chimie. C'est désolant. Simplement pour... Oui, j'ai commencé pour répondre à madame, qui dit un léger frémissement, dans la mesure où le CNSF va déjà chez le Premier ministre. C'est déjà c'est un peu au monde scientifique qui doit faire partie d'aller se copier un peu aussi. Et c'est vrai que c'est insuffisant. On a du mal à se secouer. Oui, justement, il faut y aller. Il faut y aller. Surtout que Fillon a suivi des études de chimie. Je crois que Gérard Ferret, dont je parlais tout à l'heure, a été son professeur. Et que lorsqu'on a fait on a fait une journée de la chimie à la maison de la chimie, ça devait être au mois de mai, il était invité, mais il y avait d'autres préoccupations politiques et en principe il devait venir. Donc il était sensible, mais ils ont toujours d'autres priorités et ça ne va jamais dans la première priorité. D'autres? Oui, s'il vous plaît. Oui, je pensais que c'était aussi le problème de la culture de l'innovation. Quand on parle des enseignants, madame, par rapport à l'opposition avec les chercheurs et ingénieurs, comment on est enseignant? Je parle enseignant au collège et lycée. On prépare un CAPES ou une agrégation, on s'arrête ses études à quelques années et après on transfère tout qu'on enseigne aux élèves. Or, en fin de compte, c'est pas ça. C'est toujours se remettre en cause quand on soit ingénieur ou chercheur, on se remet en cause tous les jours et tout on apprend, on enseigne. Il y a de plus en plus de choses là-dedans. Et le monde évolue, comme vous dites. Et quand on est enseignant, malheureusement, et c'est les pauvres parce qu'ils ont aussi beaucoup de tâches avec des gamins difficiles, etc. Mais j'ai l'impression que souvent les enseignants ils s'arrêtent d'apprendre. Pourquoi? Parce que c'est pas leur métier. Et ils enseignent ce qu'ils savent. Et je pense que le problème il est là, c'est pas de l'innovation, c'est d'aller plus loin par rapport à ce qu'on sait. Peut-être, mais au niveau des lycées et collèges, en définitive, la sélection se fait par les maths. Elle ne se fait pas par des disciplines secondaires qu'on aborde, je ne sais plus, si on les aborde en seconde, encore la physique et la chimie maintenant. On l'aborde assez tard. Donc, il y a ce problème, on est matheux ou on est littéraire. Les maths, c'est une approche, mais ce n'est pas nécessairement l'approche pour faire un bon scientifique. Je le vois dans les pays étrangers, notamment aux États-Unis, ils ont un enseignement secondaire qui n'est pas miraculeux, mais leur enseignement supérieur, ils ont des gens absolument remarquables, qui sont complètement ouverts, et qui chez nous auraient sans doute été rejetés par le système scolaire traditionnel. Mais ça fait des excellents des excellents étudiants de deuxième ou troisième cycle universitaire. Donc il y a une autre question à se poser là. Notre sélection par l'échec en France dans les premières années d'études est quand même un peu dramatique. Pour des questions diverses et variées, on peut être un bon scientifique sans être un matheux, et on peut pas être mûr à un certain moment et se faire bouler sur une autre discipline. Donc la sélection par l'échec en France, aux États-Unis, quelqu'un qui a échoué, c'est quelqu'un qui a entrepris. En France, quelqu'un qui a échoué, c'est quelqu'un qui est nul. Vis-à-vis des banques aussi, c'est la même chose. On ne donne pas une deuxième chance quand vous créez votre entreprise et que vous déposez le bilan. Aux États-Unis, vous avez votre start-up qui capote, vous allez auprès des banques, peut-être pas actuellement, mais il y a encore 2-3 ans, vous y alliez, on vous donnait de l'argent, vous partiez comme en 14. D'autres questions? Oui. Pour revenir à des problèmes moins métaphysiques. Donc on va revenir sur le transport de ces molécules au niveau biologique. Il me semble que pour la science, il y a des expériences de l'équipe où on arrive à déplacer des nanoparticules dehors dans différents lieux du corps humain. Oui. Bon, ça c'est... Elle est faite thérapeutique pourtant, mais il y a des essais expérimentaux. Donc j'ai cru comprendre qu'il y avait d'autres possibilités. C'est où on déplace la nanoparticule elle-même, on la met dans une protection, dans un tube de carbone. Enfin, donc on l'encapsule, c'est pas nécessairement un tube de carbone, mais si vous voulez, il y a certains principes actifs. Il y a deux approches en gros. Alors ça c'est beaucoup de travaux. On a
un des meilleurs spécialistes mondiaux en France, c'est Patrick Couvreur, qui est professeur à l'université de Châtenay-Malabry. Donc les principes actifs, notamment contre les cellules cancéreuses, sont en principe très toxiques pour l'organisme. Donc soit on en a des grosses doses, donc il y a une petite quantité qui arrive au bon endroit, et c'est l'ensemble de l'organisme qui en pâtit, soit on en met une petite dose, mais à ce moment-là, il faut qu'elle arrive bien ciblée. Donc on peut l'encapsuler pour éviter les effets thérapeutiques